Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Sébastien. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, toujours. Toujours, il faut que ça aille bien. Aujourd'hui, on continue notre série sur Kubernetes. On va aborder le Policy Admission, qui est quand même une pièce très importante, justement pour aider les gens, surtout en sécurité, pour gater correctement les éléments qui vont en production. Je vais te laisser présenter, puis bon, avec mes questions habituellement, on va creuser le sujet. Oui, ben, Sébastien, Prune, toujours le même. C'est notre troisième, je pense. 3 ou 4. Donc, DevOps, infrastructure, amoureux, non, c'est un peu excessif. Mais je joue avec Kubernetes, tout ce qui est cloud native depuis des années. Donc, c'est mon domaine. Oui, c'est ça, là, tu vas aborder le Policy Admission, qui est une pièce importante qui est quand même permet de contrôler un certain nombre de choses, qui a différentes variations. Fait que je vais te laisser présenter le concept. Là. Oui, alors le concept de la Policy Admission. On revient à nos précédents podcasts. Kubernetes, pour moi, c'est une API. Tout ce qu'on fait, c'est parler à l'API. On lui dit de faire ci ou ça, puis derrière, elle va exécuter ce qu'on lui a demandé. Donc, au moment où on parle à l'API pour lui dire s'il te plaît, est-ce que tu peux démarrer cette application dans mon cluster? On peut mettre ce que tu appelles une gate, on peut mettre un système qui va venir valider avant de déployer. Alors, il y en a déjà des inclus par défaut parce qu'il faut que ton YAML ou ton JSON soit valide. Ça, c'est une espèce de linter que l'API va faire, mais on peut rajouter donc ce qu'on appelle un Policy Admission, qui est une application que n'importe qui peut créer son propre admission controller. Donc, toutes les commandes, tout le YAML ou le JSON qui va rentrer dans l'API va être envoyé à ton application, à ton admission controller, qui va pouvoir répondre de 3 manières différentes. Donc, l'admission controller en tant que tel, en général, répond oui ou non. Donc, en gros, il dit, OK, ce que tu veux est valide, on le passe à l'API serveur. Ou c'est pas valide, désolé, c'est droppé, tu vas avoir un cancel en fonction de l'outil que tu as utilisé pour parler à l'API. Tu vas avoir une erreur 500 quelque chose, ou tu vas avoir un kubectl error, ou tu veux. Voilà. La troisième possibilité qui répond, c'est ce qu'on appelle une mutation, c'est qui va dire oui, mais je change ci ou je change ça. Donc, il va être capable de modifier ce que toi, tu lui as envoyé. Est-ce que ça oui, c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ, c'est un gate. Puis c'est quoi, qu'est-ce que ça évalue? Parce que c'est ça que tu disais que naturellement, il va évaluer la qualité du code. Fait que si le code est conforme, il va le laisser passer. S'il n'est pas conforme, il ne le laissera pas passer. C'est qui est déjà un élément de base que tous les programmeurs sont habitués. Puis que si on oublie notre point-virgule quelque part, ben là, on a eu notre vie. Où on n'a pas bien indenté, tout dépendant du langage qu'on utilise. L'indentation n'est pas bonne, puis là, tu passes une demi-heure à trouver pourquoi l'indentation n'est pas bonne, puis ça, j'ai ça pour mourir, mais bref. Fait que ça, il fait cette validation naturellement, mais ensuite, là, il y a des policies qu'on va pouvoir mettre en place, il y a des vérifications qui vont pouvoir être exécutées, justement pour arriver à quelque chose d'intéressant, naturellement en sécurité, mais aussi une panoplie de choses qui peuvent être vérifiées. Là. Alors, exactement. Donc, si on repart un petit peu de qu'est-ce que c'est un manifeste dans Kubernetes, donc ça peut être du JSON, ça peut être du YAML, mais ça va décrire comment créer une ressource. Une ressource qui peut être un service, une ressource qui peut être un déploiement ou un pod, donc qui va être vraiment la manière d'exécuter. Comment est-ce qu'on veut exécuter ton application? Quels sont les paramètres pour exécuter ton application? Et toutes ces ressources, en général, elles ont des métadatas qui sont associés, des labels, des annotations, qui vont donner de l'information supplémentaire. Donc, il faut valider ces choses-là. Donc, par exemple, une validation, c'est de dire le nom de l'image que tu vas utiliser pour ton application, il faut absolument qu'elle vienne d'un repository que je trust. Alors, un repository Docker officiel ou le repository interne de ta compagnie. Mais si ça vient du repository Toto que tu as déployé chez toi, ou d'un site de hacker, ça va être deny. Ça veut dire que tu vas essayer de déployer quelque chose avec une image qui n'est pas trustée, parce que quelque part, c'est une espèce de trust, tu vas deny. Ça peut être utilisé pour valider certains labels. Tu veux que quand tu vas avoir une nouvelle ressource qui est créée dans ton cluster, tu veux qu'elle ait un label de qui l'a déployé.
Alors, si tu n'as pas le label owner Nick, tu vas être deny. Donc, il faut absolument que tu aies un label owner, par exemple. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec un admission controller. Est-ce qu'il y a d'autres labels, pas label, mais d'autres vérifications? Tu as nommé certains sujets, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être vérifiés, justement, peut-être un peu plus vaste? C'est sûr que dans le cas d'une image, comme n'importe quelle organisation moderne, et au fait des problèmes qu'on a, c'est sûr qu'on va vérifier qu'on est dans un bon repo, justement, pas se faire injecter, même si les repos officiels ne sont pas nécessairement d'une très grande fiabilité pour autant, mais au moins, c'est un premier palier de vérification. Est-ce qu'il y a d'autres étapes, d'autres éléments de vérification qui peuvent être faits? Alors, on peut agir sur n'importe quel élément du YAML. Dans certains cas, et selon la complexité de l'admission controller que tu vas utiliser, tu peux aller chercher des ressources externes. Tu peux aller chercher non seulement, par exemple, au lieu de dire tu vas truster l'image sur le nom ou la source de l'image, tu peux très bien aller chercher une signature de l'image et valider cette signature de l'image au moment de l'admission. Donc, tu vas aller chercher un checksum de l'image que tu vas comparer avec une base de données que tu peux avoir quelque part pour valider ou pas, par exemple. Donc, qui sont des données externes finalement à ton déploiement. Il y a d'autres informations que tu peux trouver, par exemple, dans un déploiement. Encore une fois, un déploiement, ça crée un pod. Un pod, ça crée des containers. Et les containers qui sont créés au niveau de ton Linux, ils ont des capabilities. Est-ce que ton container, il a le droit d'être root? Est-ce que ton container, il a le droit d'ouvrir un port inférieur à 1024 ou même un port supérieur à 1024? Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir des fichiers qui sont dans ce dossier ou dans ce disque? Bon, ces capabilities-là, tu peux les valider au niveau de ton admission controller. Donc, tu vas pouvoir, au moment où ton développeur ou ton pipeline va dire « crée-moi ça à l'intérieur de Kubernetes », cet admission controller, il va valider et tes critères de sécurité et tes critères de labeling que tu peux utiliser pour ensuite savoir à qui appartient l'application, savoir à qui reporter les coûts engendrés par ton application, par exemple. Donc, tu peux aller, encore une fois, valider toutes ces informations-là et puis dire non à ton pipeline ou non à ton développeur. Non, ça ne sera pas déployé. C'est intéressant parce que ça permet de configurer une certaine forme de standard de base qui est évalué. Puis les critères, c'est sûr qu'en sécurité, on aime beaucoup ça, mais ça ne sert pas qu'à ça. Tu l'as mentionné, genre les coûts, les labels et ainsi de suite, qui sont d'autres composants qui peuvent être surveillés avant d'envoyer en production. De ça, puis là, tu le mentionnais justement qu'il y a des compagnies tierces ou des logiciels tiers qui font ça spécifiquement, dont les deux plus gros qu'on va mentionner en pré-show, qui est OPA et Kyverno. Est-ce que tu peux parler un peu de ces différents éléments-là? Oui. Donc, OPA, qui est l'Open Policy Agent, c'est un système, une application qui existait avant Kubernetes. Donc, c'est pas OPA en lui-même n'est pas lié à Kubernetes. C'est une application, un framework de validation qui est basé sur un langage spécifique qui s'appelle Rego et qui permet de décrire. Donc, moi, j'assimile ça un peu quand tu fais du test fonctionnel dans une application. Pour aller tester une fonction, tu lui donnes les inputs de ta fonction et tu lui donnes les outputs que tu espères que ta fonction est supposée rendre. Et ça permet de valider si ta fonction est bonne ou pas. Là, le Rego, ça fonctionne un petit peu pareil. Tu définis les inputs et tu définis tes attentes en output. Et donc, en fonction de ce que tu vas lui injecter, il va valider, il va remplir certains champs et puis il va voir qu'est-ce qu'il y a en sortie et il va dire oui ou non. Donc, Open Policy Agent, il y a une implémentation spécifique pour être un admission controller de Kubernetes qui s'appelle Gatekeeper. Alors, vous allez voir ça, c'est OPA Gatekeeper. Et donc, c'est une implémentation de OPA pour Kubernetes. Donc ça, c'est le premier. Oui, je vais faire le pouce là-dessus sur ce que tu mentionnais. Comme ça précède Kubernetes, si vous avez d'autres usages de cette stratégie-là, donc le Rego qui est le langage, vous pouvez intégrer dans un framework beaucoup plus grand cet usage de cet outil-là, dont sa force, c'est justement d'être plus vaste que Kubernetes. Il vous sert à d'autres choses. Si vous ne l'utilisez pas, là, peut-être que la deuxième option peut s'avérer plus intéressante. Exactement.
un des intérêts d'OPA qui était assez unique jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais qui a changé, mais on va en reparler, c'est que comme ça existe en dehors de Kubernetes, il y a des applications pour aller rejouer les règles que vous avez écrites en Rego, même si vous les avez écrites pour votre cluster Kubernetes, vous pouvez les jouer, mais à l'extérieur du cluster. Donc, vous pouvez rejouer ces règles directement dans votre pipeline, dans votre CI ou pipeline, ou directement sur la machine du développeur, ou avec un hook Git qui va exécuter un pré-commit hook, par exemple, qui va exécuter le OPA Gatekeeper module, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui va prendre les règles que vous avez définies, qui sont les mêmes que celles que vous allez utiliser dans le cluster. Et donc, le développeur va pouvoir valider, être certain que son code est valide avant de continuer et d'aller jusqu'à la phase de déploiement. C'est un avantage très important, surtout qu'on en a un peu parlé récemment, qu'on puisse valider avant d'arriver en production. C'est très avantageux de permettre de mettre justement des gates préalables pour s'assurer que le code, et quitte à ce que les gates soient de plus en plus sévères jusqu'à l'arrivée de la prod, justement pour qu'on puisse aider les développeurs à conformer leur code au lieu d'arriver en bout de piste puis dire non, retourne faire tes devoirs, t'as pas été bon, c'est pas ça qu'on veut. Là. Fait que d'arriver un peu plus tôt dans le processus, c'est tant qu'à moi une bien meilleure idée. Là. Exactement. Donc, c'était assez unique à OPA pendant un certain temps. C'est plus le cas. Donc là, on arrive au deuxième gros joueur, en tout cas dans le monde Kubernetes, qui est Kyverno. Kyverno. Donc, qui est une autre implémentation. Donc, eux, c'est pareil. C'est un admission controller qui va intercepter les ressources, le YAML qui arrive à l'intérieur du cluster et qui a un langage. Encore une fois, il y a toujours un langage pour décrire qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on doit valider. Donc, le langage est propre à Kyverno. Ça ressemble... C'est du YAML, ça ressemble... Quand on fait du Kubernetes à la journée longue, on n'est pas étonné de la manière dont c'est fait. Donc, pour les gens qui sont 100% Kubernetes, qui n'ont pas de besoin en dehors de Kubernetes ou qui n'ont pas d'autres applications qui font déjà du Rego, c'est une bonne solution. C'est facile à installer, c'est facile à implémenter. C'est moins compliqué que OPA et Gatekeeper. Donc, c'était plus limité parce qu'à une époque, c'était encore une fois 100% Kubernetes. Donc, il fallait attendre de déployer dans Kubernetes pour pouvoir valider ou pas nos ressources. Et depuis quelques mois, je ne sais pas trop, ils ont aussi fait une application qui permet de rejouer les mêmes rules, donc d'utiliser le même manifeste qu'on aurait déployé dans Kubernetes comme règle, mais de l'utiliser localement en ligne de commande, donc dans un pipeline ou sur une machine de développeur. Donc, le gap a été comblé finalement. Il n'y a plus vraiment de différence entre les deux. La grosse différence, c'est OPA, langage Rego universel avec d'autres applications et des vendeurs, des gros joueurs qui sont capables de lire et d'utiliser le Rego versus Kyverno, qui est quand même assez Kubernetes-centrique. Oui, puis ça va dépendre de la courbe d'apprentissage que les équipes veulent utiliser, surtout quand ils commencent dans ces environnements-là. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres différences entre les deux ou sont en train de s'aplanir avec le temps, de ce que j'en comprends? Là? Écoute, à mon niveau d'expertise, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence. On peut faire la même chose avec les deux. Alors, des fois, certaines choses sont plus simples avec l'un, plus compliquées avec l'autre, ou l'inverse, mais à ma connaissance, il n'y a pas de différence fondamentale. Il n'y a pas... c'est pas comme moi, je veux absolument ça, je vais prendre lui. On peut faire la même chose avec les deux, mais c'est juste de manière différente. Le chemin est différent. Y a-t-il des préoccupations à avoir? Parce que là, on parle d'un gate, puis on parlait de validation avant. Est-ce que ces gates-là sont vraiment juste avant d'arriver en production ou on est capable d'avoir une vérification plus active ou c'est vraiment la façon que le hook est fait, c'est limité à la mise en production? Alors, par défaut, alors je pourrais parler un petit peu de comment ça se passe au niveau de l'API Kubernetes. Donc, dans l'API Kubernetes, il y a une ressource qui s'appelle une validation webhook ou une mutation webhook, mais en gros, c'est à peu près la même chose, mais c'est une manière de décrire et de dire à Kubernetes, quand tu reçois une commande, quand tu reçois un manifeste à déployer, tu vas le passer à ce programme-là.
Donc, techniquement, votre gatekeeper, hein, c'est vraiment une application, c'est un pod qui est exécuté dans votre cluster. Et dès que le cluster va recevoir des nouvelles commandes, il va les passer à votre application qui va les valider ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand votre application ne fonctionne pas? Je ne sais pas, vous n'avez plus assez de ressources sur votre cluster, il n'y a plus assez de CPU pour démarrer le pod d'admission. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a différents modes qu'on peut régler dans ces fameux webhooks. Pour dire, le mode le plus sécuritaire, c'est de dire, si mon application n'existe pas, si elle n'est pas capable de répondre oui ou non, par défaut, tu refuses. Alors, c'est super sécure. Le danger, c'est qu'on ne peut plus rien dire au cluster. Tant que le pod, tant que votre gate n'est pas réparé, redémarré, le cluster va refuser toutes les admissions, il va refuser et tous les changements, toutes les updates, les patchs, les whatever que tu veux faire dans le cluster, refuser. Il y a un autre mode pour dire tu acceptes par défaut. Donc, si jamais vraiment ton application n'était pas capable de répondre, ce serait accepté. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête en production parce que tu peux empêcher un cluster d'être modifié si ton gatekeeper ne fonctionne plus. Alors, il y a quand même des moyens de passer outre. Il y a quand même des commandes qui continueront à fonctionner. Mais tant que tous tes pipelines de déploiement, de mise à jour, eux ne fonctionneront plus tant que ton application controller ne sera pas. Ça a des conséquences très importantes parce que ça, mais justement, c'est où ça s'inscrit dans l'ensemble de la sécurité, justement, pour qu'on puisse continuer à fonctionner, mais ne pas risquer rien ou. Alors, c'est ça. C'est quelque chose de sensible dans ton cluster, puisque c'est vraiment un interrupteur on-off. Là, donc, il faut bien faire attention à l'implémentation, il faut tester, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et comment on peut réussir à administrer ou à changer justement cette manière de valider ou pas, ou d'autoriser ou pas quand ton admission controller ne répond plus. Voilà. Donc ça, c'est la première chose liée à la sécurité assez critique. Il y a une deuxième chose, je sais que ça existe avec OPA, je ne sais plus avec Kyverno si ça sait le faire, c'est que OPA, donc Gatekeeper, il te retourne de l'information pour quand il valide, tu vas savoir que cette ressource a été validée. Si elle n'est pas validée, tu vas avoir un statut qui va dire pourquoi elle n'a pas été validée. Et donc, Gatekeeper, il est capable de te dire une fois que ta ressource a été acceptée et qu'elle est déployée dans le cluster, d'aller comme réconcilier, d'aller la revérifier. Alors, la ressource, elle est là, il ne va pas l'effacer. En tout cas, je ne pense pas qu'il puisse l'effacer, mais en tout cas, il peut aller la valider et te dire cette ressource est conforme ou cette ressource ne l'est pas. Donc, tu as quand même une espèce de feedback que tu pourrais analyser. Aller analyser ce qu'il y a dans ton cluster pour détecter ce qui a été conforme à un moment donné, mais ce qui ne l'est plus. Ou ce qui a été déployé pendant que ton gatekeeper ne fonctionnait pas et qui finalement n'aurait pas dû être déployé, par exemple. Tu peux le réconcilier en arrière. Ça fonctionne dans OPA grâce à l'autre partie de l'admission, qui est donc pas seulement la validation, mais la mutation. Donc, les mécanismes de mutation, c'est un moyen où tu vas dire il faut absolument que ma ressource ait. C'est pas qu'il faut absolument, c'est si mon label de owner n'est pas présent, je vais le rajouter. Ou alors, peu importe ce que toi tu vas m'envoyer comme capability sur ton container, sur ton pod, moi, je m'en fous de ce que toi tu vas me dire. Moi, je vais mettre ce que j'ai envie. Et donc, tu peux effectivement dire au cluster tout ce que je vais installer, ça peut pas être root. Ou tout ce que je vais installer, c'est avoir tel label. Ou tout ce que je vais installer, en tout cas, je ne veux pas d'autres, mais le nom va être préfixé avec le nom de la compagnie, par exemple. Tu pourrais décider de faire un truc comme ça. Donc, ça va juste prendre le YAML, faire le changement, donc la mutation que tu lui as demandé et déployer le résultat. C'est un outil très puissant, cette hook-là qu'on vient placer sur justement le fait de rentrer. Tu parlais de réconcilier, du moins avec Gatekeeper, ce qui est déjà en place. Si on fait justement ce genre de réconciliation-là,
il n'y a pas un danger qu'on se ramasse avec des pods qui se retrouvent à être bloqués ou il va juste avoir un message d'erreur qu'on devra analyser puis qu'on ira plus loin? Alors, avec la mutation, ben, effectivement, il faut que tu t'assures que ce que tu vas muter est toujours valide au niveau de l'API serveur. Alors, tu pourrais effectivement te retrouver dans des cas où, alors, qui génèrent du YAML qui n'est finalement plus valide. C'est valide pour l'admission, mais c'est plus valide pour l'API. Il faut toujours faire attention à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme waouh, on peut faire de la mutation, donc on peut, peu importe ce qu'on va me fournir, je peux m'assurer ou je peux modifier pour que ce soit comme moi j'ai envie. Moi, l'administrateur du cluster, j'ai cette espèce de gros pouvoir-là. Le danger avec ça, c'est que à la fin, tu sais plus réellement ce qui est déployé dans ton cluster parce que toi, tu lui dis je veux ça, mais le résultat est différent. Et donc, tu perds cette espèce de notion de dire ton déploiement as code, ben, finalement, l'existant n'est pas la même chose que le code parce que tu as eu une mutation qui est venue changer quelque chose au milieu. Entre autres, personnellement, j'aime pas beaucoup l'idée de faire ce genre de changement-là parce que c'est de m'ingérer. Si j'étais un administrateur d'un classeur, ce serait de m'ingérer dans le travail des développeurs. Puis c'est pas mon travail. Moi, c'est dans le fond, c'est le gate me sert à assurer que la conformité, donc le code, respecte des normes. Mais je n'imposerai pas les normes aux développeurs. C'est à eux à s'adapter aux normes qui sont nécessaires pour déployer dans un cluster de production, par exemple. Et j'aime vraiment pas l'idée parce qu'en plus, c'est une place à l'erreur. C'est une place à une panoplie de choses que je suis pas très... Mais ça, chacun sa philosophie, là, mais c'est pas la mienne. J'aime vraiment pas l'idée. Là. Mais dans mon travail, j'ai jamais eu affaire à un moment donné où on a implémenté une mutation parce qu'on n'avait pas d'autre choix. En général, et comme tu disais tout à l'heure, on essaye de mettre des gates entre le développement et la production. Donc, on donne les outils aux développeurs pour valider que ce qu'il a fait est correct. On rajoute les mêmes tests au niveau du CI de ton pipeline qui lui-même va pouvoir valider et dire aux développeurs tout de suite oui ou non, ça marche ou ça marche pas. On rajoute encore une fois de l'admission control au moment où tu vas déployer. En théorie, c'est les mêmes règles. Tu gardes les mêmes règles de bout en bout. Donc, si quelqu'un a réussi à bypasser à quelque part, ben, tu peux revalider un peu plus loin dans ton truc. Et donc, ben, ces mêmes règles, elles sont réappliquées au moment de l'admission. Pourquoi est-ce que toi, tu vas t'embêter à aller modifier, à aller muter une ressource au moment du déploiement, alors que tu peux valider et, entre guillemets, obliger le développeur à le muter lui-même et à faire son travail pour que ça corresponde à ce que toi, tu veux dans le cluster. Donc, en théorie, tu peux déporter tout ça au niveau beaucoup plus tôt dans ta chaîne de déploiement sans devoir le faire toi-même à l'intérieur du cluster. Oui, absolument d'accord. Philosophiquement, moi, c'est mon approche aussi. Puis ça permet de responsabiliser aussi le développeur dans son travail, ça, c'est une chose. Et ça réduit, somme toute, le travail de sécurité, de mon angle sécurité, puisque je n'ai pas à faire le travail à leur place. C'est eux qui vont tranquillement se conformer à des règles qui auront été communiquées par ailleurs. Là. On a l'air d'imposer des choses qui ne devraient pas être imposées, mais tout ça doit être communiqué en amont avec les développeurs, puis justement pour l'amener au dit respect de ces règles-là. Au-delà de ça, on a fait un bon tour pour moi, de policy admission. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes que tu aimerais qu'on aborde? Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. J'étais en train de me dire au niveau de... En admettant que tu as un cluster très, 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 très sécurisé et que tu veux pas prendre de chance. Je sais pas comment dire parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen d'outrepasser l'admission control, mais ou en tout cas, si tu arrives à outrepasser l'admission control, tu arriveras aussi à outrepasser la mutation. Mais peut-être que tu voudrais t'assurer que tu n'as aucun container qui tourne route, par exemple, et là, tu vas faire une mutation, c'est à 100% des cas, tu ne te poses même pas la question. Quitte à ce que le pod n'arrive pas à démarrer ou plante, ben, tu pourras les muter pour dire, OK, je ne veux pas de container route dans mon cluster, par exemple. Ce serait peut-être un cas, mais bon, encore une fois, théoriquement, tu peux l'avoir validé avant pour t'assurer que ton code, ton manifeste de départ est conforme à ce que tu veux à l'arrivée. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour.
De toute façon, juste faire un petit rebond là-dessus. Non, on n'a pas fait le tour, en fait. Parce qu'on a fait le tour. On a parlé de Kyverno. On a parlé de OPA Gatekeeper. L'admission control, c'est quelque chose qui est devenu tellement important. Kubernetes, jusqu'à longtemps, on n'avait pas vraiment de système de sécurité. Donc, on avait les PSP, les Pod Security Policy, qui permettaient de définir quelques règles de sécurité sur le pod, mais ça a été déprécated il y a longtemps, et puis ça vient d'être retiré dans les dernières versions de Kubernetes, et ça a été remplacé par, chose étrange, un admission control. Donc, au lieu de définir des règles qui définissaient ce que ton déploiement ou ce que ton pod est supposé avoir comme configuration, mais qui n'était pas vraiment une admission, qui était plus une validation, en tout cas, je ne sais pas trop. Kubernetes, ils ont décidé d'implémenter à partir de Kubernetes 1.25 un admission control qui est limité, qui fait le minimum. Mais j'ai quasiment envie de dire qu'il fait l'essentiel au niveau de la sécurité. Donc ça se décompose en deux choses qui sont les pod security. C'est ça que c'est tout le temps des trucs à trois lettres. Pod security policy. Donc il y a les PSA, donc qui sont les pod security admission. Donc ça c'est vraiment l'admission controller. Et les PSS qui sont les pod security standard. Donc les standards, il y en a 3 par défaut. Il y a le mode totalement permissif. Il y a en gros le mode moyennement permissif et le mode restricted. Ces policies-là, elles se basent sur les capabilities de l'OS finalement et sur ce qu'on va permettre à ton pod. Donc, on revient toujours au basic. Donc, on est vraiment dans la sécurité. On n'est pas dans le décorum de qu'est-ce qu'on va rajouter ou pas dans le manifeste de ton déploiement ou de tes ressources. Là, on est vraiment dans un déploiement, dans un pod, dans un container. Quelles sont les capabilities qu'on veut avoir? Est-ce qu'on peut être root ou pas? Est-ce qu'on peut binder un port ou pas? Est-ce qu'on peut accéder à certains fichiers ou pas? Vraiment, ces capabilities qui sont intégrées profondément dans Linux, c'est ça qu'on va pouvoir régler. Donc en restricted, tu n'as pas le droit d'être root, tu n'as pas le droit de binder des ports inférieurs à 1024, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça, tu n'as pas le droit d'ouvrir certains ports réseau. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, dans ton PSA, tu vas créer une ressource de PSA, Pod Security Admission. Et là, tu vas venir, comme toujours dans Kubernetes, tu vas avoir un match. Donc, tu vas dire tous les pods qui correspondent à certains labels, certains noms, certains sites, ou dans un certain namespace, ou dans un certain truc. Je vais valider qu'ils ont bien cette configuration-là au niveau de la sécurité. Et encore une fois, c'est une gate, c'est oui ou c'est non. Elle se branche à la même place que les autres, essentiellement, là, j'en comprends. Là. C'est ça. C'est un mécanisme interne que tu ne vas pas voir. Donc, tu ne vas pas avoir un déploiement, tu ne vas pas avoir un pod qui fait ça. C'est intégré à l'API serveur, mais c'est exactement le même mécanisme. Très intéressant. Donc, là, je présume que c'est la fin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Excellent. Merci beaucoup. Merci.